vous asseoir pour le duel qui va vous opposer ce soir. Alors on a entendu Emmanuel Macron annoncer le lancement de ce chantier pharaonique que sera ce porte-avions. Il devrait débuter aux alentours de 2030, puis être terminé opérationnel, ce porte-avions, en 2038. À quoi va-t-il ressembler? À quoi va-t-il servir? Les réponses de Léonard Attal. Écoutez. Oui, c'est un très long programme que vient d'annoncer Emmanuel Macron, puisque ce nouveau porte-avions ne sera pleinement opérationnel qu'en 2038. Ce porte-avions nouvelle génération qui va succéder au porte-avions Charles de Gaulle, qui avait lui-même remplacé le porte-avions Clémenceau au début du 21e siècle. Il est donc trop tôt pour lui donner un nom, et ce n'est pas la seule question qui est encore en suspens. Des questions d'ordre technique, des questions d'ordre industriel. Quel sera son coût? Son coût était estimé environ à 10 milliards d'euros selon différents rapports, et il est prévu dans les 2 dernières lois de programmation militaire qui ont été votées au Parlement. Mais pour toutes ces dernières questions, Emmanuel Macron se réserve la primeur de l'annonce lors d'un déplacement qu'il fera en février, probablement sur le chantier de ce nouveau porte-avions. Voilà pour cette toute dernière précision. Le coût du projet, 10 milliards d'euros, dans un moment où, vous le savez peut-être, on compte chaque euro pour tenter de boucler le budget. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est nécessaire, ce nouveau porte-avions? Il sera opérationnel en 2038. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence à régler avant d'aller dépenser 10 milliards dans un armement comme celui-ci? Si on est envahi et que demain la France ne peut pas se défendre, on se dira peut-être qu'on avait raison de les trouver. Moi, je pense que sur ces affaires-là, on a des conseillers à l'armée, on a le 2e espace maritime du monde. Je pense que c'est une nécessité. Je suis pas un spécialiste là pour le coup, mais attention, si on pense que la France elle est en danger, eh bien il faut le faire. Et il y a des renseignements peut-être qu'on n'a pas, et donc voilà. Donc oui, c'est pas le bon moment, mais c'est jamais le bon moment. Mais si on pense qu'on protège les Français et les générations futures, alors il faut le faire. Jean-Michel Apathy. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai lu et entendu, pas d'aujourd'hui d'ailleurs, des experts militaires disent que les porte-avions des immeubles flottants, puis celui-là, il ne va pas être petit, puisque le Charles de Gaulle fait 40 000 tonnes, celui-là devrait faire 80 000 tonnes. Maous, hein, vraiment. Hein. Les porte-avions sont des immeubles très fragiles, et notamment menacés par les drones. On peut imaginer que vers 2040, c'est-à-dire dans 15 ans, les drones auront fait beaucoup de progrès, seront porteurs de charges plus lourdes et plus destructrices qu'aujourd'hui, et aussi les missiles à longue portée, qui sont des armes dans lesquelles les armées modernes risquent d'investir beaucoup. Et là, si on voit un porte-avions sur l'écran, la plateforme qui permet aux avions de décoller et de s'envoler peut être détruite, disent certains experts, en quelques minutes. Parce qu'un porte-avions n'a aucune possibilité de manœuvre rapide. Et donc, est-ce que c'est un bon investissement stratégique? Parmi les gens qui disent connaître le dossier, ce dont je ne suis pas, certains en doutent. C'est très dur de prévoir la guerre de dans 15 ans. Mais ça, comme ce sont des débats d'hyper-spécialistes, menés dans une opacité totale, des investissements qui obéissent à plusieurs facteurs. Par exemple, le président de la République pense à l'économie, aux entreprises qui vont fabriquer ce porte-avions. Alors, il pourra se déplacer en février dans un arsenal et dire à des gens dont la survie économique en dépend que le porte-avions va leur donner 15 ans de travail. Et ça, c'est formidable. Oui, mais dans 15 ans, est-ce que ce sera adapté? Vous parliez de 2e surface maritime du monde. Pas du tout un argument pour un porte-avions. Parce qu'un porte-avions par rapport à la surface maritime, c'est quelques millimètres sur une carte. Donc, ça n'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour pouvoir projeter les forces. Mais si jamais les forces sont empêchées de décoller parce que 4 drones vous ont atterri sur le pif et ont détruit la piste. D'autres experts nous disent que demain, pour protéger un porte-avions, des drones notamment, on aura des possibilités laser via via les airs. Donc en fait, on est en train d'imaginer... On ne sait pas qui se trompe, quelqu'un se trompe. Mais
c'est ça, non, mais c'est ça la difficulté. Je veux dire, il faut dire la réalité. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que le sentiment, quand on discute avec des experts, parce que nous aussi au Parlement, on va négocier avec des experts, on va discuter avec eux. Le danger est là. Est-ce que c'est un bon investissement? Comme je l'ai dit, on n'en sait rien. Ce qui est vrai aujourd'hui dans la protection des drones, on est vraiment sur les drones. On est passé sur des protections au laser. Ça arrive. Vous avez vu les drones sous-marins qui ont détruit on sait pas. Qui ont détruit un sous-marin, Ce que je dis, moi, c'est sous-marin russe dans un port russe. Projeté sur plusieurs années. Si c'est une nécessité pour protéger les Français, je pense que c'est peut-être utile de le faire. Mais on ne le sait pas en fait. Mais on ne le sait jamais par avance. Vous le dites vous-même, vous allez consulter des experts au Parlement. Mais la décision est prise. Vous pouvez consulter les experts que vous voulez, c'est fait. En fait, qui a décidé? Le président. Pourquoi? Parce qu'il est chef des armées. Quel débat y a-t-il eu? Quelle publicité a-t-on donné à ces débats? Aucune. Mais ça, c'est une question intéressante, c'est qu'il faut un débat au Parlement dans la mise en œuvre. C'est un investissement oui, mais de taille, la difficulté 10 milliards. d'un débat au Parlement, pardon, j'aimerais, je suis parlementaire, j'aime quand ça débat, j'aime quand on n'est pas d'accord, on y va. Mais il y a une partie des données qu'on ne pourra jamais nous donner. C'est-à-dire qu'il y a une partie des données, c'est comme ça, qui est secret défense, et qui font que peut-être le débat ne pourrait pas avoir lieu. Mais on peut voir quand même, je pense, une résolution, même s'il n'y a pas de vote, et ça permettrait quand même d'échanger au Parlement, qui est quand même le lieu du peuple. Je n'ai pas rêvé. Il y a 10 jours, le Parlement a débattu, a eu un débat sur la situation, un débat militaire. Oui. On vous a parlé du porte-avions? Mais non. On est bien d'accord. Sans vote, c'est ça que je veux dire. Qu'il y ait des débats au Parlement. Mais sur les affaires militaires, c'est toujours un petit peu particulier. Mais est-ce que le Premier ministre vous a dit que nous étions au bord d'une décision concernant le porte-avions? Non, parce que c'était le président, à mon avis, qui voulait avoir la primeur de cette affaire-là. C'est pas terrible, hein? Non, on aurait pu dialoguer, vous avez raison. Même, vous dites, on est couvert par le secret défense, tout ça, vous avez raison. Mais il y a une commission de la défense. Il y a des gens qui suivent ces dossiers. On a l'impression que quelque chose de très important est décidé, on ne sait pas entre qui, que le président l'annonce parce qu'il est légitime que ce soit lui qui l'annonce, et au fond, pertinent, pas pertinent, l'opinion publique n'y est pas du tout préparée. L'opinion publique va débourser 10 milliards quand même. Moi je trouve... Franchement, un jour prochain, il faut espérer que les processus de décision seront un peu différents et que tout de même, il y aura un débat un peu ouvert pour qu'on puisse savoir si une décision de cette importance est pertinente ou pas. Je trouve, hein. Moi, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a un bilan, par exemple, de l'efficacité, de l'utilité de ce qu'a été, par exemple, le Charles de Gaulle? Est-ce qu'avec ces éléments-là, on pourrait définir l'utilité de produire un nouveau porte-avions? Oui, mais il y a dans le calcul, ce serait une bonne chose à faire. Je ne sais pas si à la commission de la défense ils l'ont fait, faut y regarder. Après, le Charles de Gaulle aussi, la France est reconnue, notamment d'un point de vue diplomatique, par sa puissance de feu, sa puissance nucléaire, et une armée qui était jusqu'à présent, j'avais considérée, à tort ou à raison d'ailleurs, et parfois souvent à tort, comme efficiente. Oui, donc je dis, de se porter sur un nouveau porte-avions, c'est une volonté aussi politique de compter dans le concert des grandes nations. Et ça peut être utile des fois en diplomatie. Voilà. Et donc, oui, ça peut être utile, mais le Charles de Gaulle, il a servi à aussi montrer que la France avait, je dirais, une puissance militaire. Ce que dit M. Apathy, d'ailleurs à juste titre, c'est dans tout ce qui est en train de bouleverser aujourd'hui, ce qu'apprennent très très vite en Ukraine les Ukrainiens, certains vous disent que dans cette nouvelle type de guerre, on a plus appris que dans les 20 dernières années. Bien sûr. Et que tout le monde regarde pour mettre à jour, je dirais, son logiciel militaire. Et donc, tout ça, ça doit se regarder. La seule chose que je voudrais, moi, faire passer en tant qu'homme politique, c'est de dire, même si c'est des sujets techniques, il y a une partie de secret défense, aujourd'hui, il semble que dans le bouleversement du monde, on ne pourra pas échapper à un budget militaire qui était un budget qui, jusqu'à présent, pouvait être aussi un peu, on en parlera certainement comme l'agriculture, une petite variable d'ajustement. Oui, c'est mal barré pour l'année prochaine. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu essayer de travailler à plusieurs? Par exemple, imaginer, c'est ce que disait Thierry Breton tout à l'heure, un projet européen de porte-avions et en fabriquer 3 ou 4, alors peut-être pour 40 milliards, mais divisé par 27,
les prix sont réduits. Est-ce que ça, c'est imaginable ou inimaginable, au vu de, par exemple, ce qu'on a vu jeudi dernier à Bruxelles au Conseil européen, où les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord ni sur le Mercosur, ni sur la façon de financer l'effort de guerre ukrainien? C'est un fantasme. Vous savez, moi, j'essaie de rappeler aussi souvent que possible que quand l'Europe est mise sur les rails, elle met en commun le charbon et l'acier, 1949, et ensuite, il y a un projet très novateur, très audacieux d'armée européenne. C'est la France qui le fait capoter. 1954, la France. Les communistes et les gaullistes s'entendent pour amener le pays au bord de la guerre civile. Vraiment, on a totalement oublié ça. Le 8 mai 1954, De Gaulle est à 2 doigts d'aller, enfin la veille, d'aller à l'Arc de Triomphe. Ses partisans sont là. On est à 2 doigts de l'émeute politique. La France fait capoter le projet militaire depuis 1954. Nous avons beaucoup de mal à harmoniser les volontés de défense des pays pour construire des avions communs, des avions de transport. On met 20 ans avant de prendre des décisions. Et donc, hélas, comment dirais-je, la communauté d'intérêt n'est pas suffisamment claire dans les têtes pour construire des outils militaires communs. Et donc, chaque pays décide dans son coin. On a vu des pays de l'Union européenne préférer acheter des avions américains que des avions la Pologne, français, par exemple. Comment ? La Pologne, notamment. Oui, bien sûr. Souvent, donc on voit bien que la Grèce, mais chaque pays l'Espagne. a l'idée de sa défense. Et ça continue. On ne peut pas incriminer Emmanuel Macron. Ça, c'est parce que l'Europe a du retard. La vraie difficulté, elle est ailleurs. Le porte-avions, c'est un outil du XXe siècle. Imaginez dans le XXe siècle. Pour servir quelque chose d'important, vous l'avez dit, être capable de projeter des éléments militaires sur des théâtres lointains. Est-ce que la guerre de 2040, ça sera ça ? Allez répondre à cette question. Ce sont des gens très spécialisés qui peuvent répondre à ces questions. Et moi, ce que je regrette, c'est que ces gens spécialisés-là, ces gens qui, dans l'appareil d'État, favorisent la décision du président de la République, nous n'ayons aucun écho de leurs travaux. Aucun écho de leur Sur votre question sur l'Europe, c'est ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la France est trop faible pour pouvoir imposer quelque chose. Ah oui, mais les Allemands aussi, non, mais, de ce point de vue. Voilà, et j'allais le dire, et les Allemands aussi. Et donc, pour pouvoir faire ça, moi je pense qu'il faudra des choses en commun avec l'Europe. Je partage tout à fait ce qu'a dit M. Breton. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle est tellement éclatée, avec les Allemands qui veulent défendre leurs intérêts propres, parce que les économies sont faibles, parce qu'on sent bien que c'est fragile de partout, parce que les populistes arrivent à bousculer des gens qui étaient des modérés, qui pouvaient travailler ensemble. Et donc, c'est très compliqué parce que l'Europe est faible, parce que chaque pays est en train de se replier sur lui-même avec une espèce de montée, on va dire, nationaliste dans le monde entier. Et donc ça prête pas à trouver des accords sur le militaire, mais je pense que c'est une nécessité. On est entré dans une nouvelle course à l'armement. L'Allemagne annonce vouloir dépenser 650 milliards d'euros d'ici 2029 pour s'équiper. On ne pas parler de la Pologne, la France c'est pareil, l'Angleterre. Imaginons que tous ces régimes changent d'ici 3, 4 ou 5 ans et que les personnes qui se trouvent à la tête de ces États veulent en faire des États-nations comme on a pu connaître au XIXe siècle et changent leur fusil d'épaule, pardonnez-moi l'expression, sur ce à quoi ces armées vont servir. Ce serait quand même catastrophe pour l'Europe. Il y a quand même des tendances lourdes. L'Europe a des intérêts... Enfin, chaque pays européen a quand même des intérêts en commun. Faire face à la Russie, ça s'impose à tout le monde. Il faudra bien arriver à construire des réponses communes. Et on peut espérer qu'on y arrivera. Et on peut avoir la mise en commun de l'outil militaire, c'est un fantasme, c'est une rêverie. On a failli le faire, des gens l'ont pensé, et à cause de la France, ça ne s'est pas fait. On peut avoir des coopérations européennes. Il y en a. On peut les renforcer. On peut trouver en commun pour dire que toi tu fais ça, moi je fais ça, et on mutualise pour avoir des coûts. Mais chaque pays est souverain pour définir sa stratégie quand il y a une on peut demain avoir géopolitique. des nationalistes français qui ont préféré peut-être aller demain trouver des accords avec Poutine. Ça peut arriver. Dur, hein. Ça sera dur. Hein. Vous savez, si un président de la République d'un parti quelconque arrive à l'Élysée et s'il nous dit, mes amis, on va changer d'alliance et on va aller serrer la main, voire embrasser sur les 2 joues Vladimir Poutine, ça va quand même être dur à nous le faire avaler. Hein. Mais il faut faire attention. Même des présidents jeunes auront du mal à faire ça. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'il peut y avoir des tentations.
Oui, ça c'est possible. Alors, Ça, c'est puisqu'on possible. parle de politique et puisqu'on parle de gros sous, je propose de parler du budget. Amélie de Montchalin, qui est la ministre déléguée ou chargée des comptes publics plutôt, dit il y a un instant, la France doit voter son budget d'ici la fin du mois de janvier. Ça fait des semaines qu'on attend que la France vote son budget. Alors, quand elle parle de la France, j'imagine qu'elle parle de vous, les parlementaires, puisque nous, malheureusement, on a peu de choses à voir avec tout cela. En attendant, le Parlement va voter une loi spéciale, si j'ai bien compris. Elle sera dans un premier temps adoptée demain au Conseil des ministres. Après-demain. Après-demain, On vient de me voilà, dire ça, avant un finalement. examen express à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça va changer, cette loi spéciale? Est-ce que ça prolonge les débats en cours? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de temps pour discuter d'un budget dont personne ne semble vouloir? A priori, on devait voter demain, finalement, ça a été reporté. A priori, ce sera après-demain, si j'ai bien suivi sur mon téléphone ce qu'on m'a mis pour mon agenda. D'accord. Vous apprenez quelque chose, parce que moi j'étais encore persuadé que c'était voilà, demain. non, voilà. Mais c'était il y a quelques minutes. D'accord. Et donc, On avait une oui, émission ça va. spéciale demain soir, il va falloir que je le dise à mes patrons. Parce que... Voilà, ben, c'est comme ceux qui viennent de loin, les députés qui venaient de loin pour demain, ils vont reporter pour après-demain. La loi spéciale, on va gagner quelques jours. C'est-à-dire que je pense qu'on va reprendre au 10 janvier, vers le 10 janvier, la discussion, pour essayer, comme on a réussi à le faire, contre les sénateurs. Parce que les sénateurs, de toute façon, ils voulaient pas du budget de la sécurité sociale. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on rajoute 4 milliards de dettes, mais ils veulent rien négocier. On va essayer, comme on l'a fait pour le budget de la sécurité sociale, à partir en gros du 10 janvier, de trouver un accord qui sera pas simple sur le budget de l'État. Et donc ça va être encore une fois quelque chose de très très compliqué. Les sénateurs le veulent pas, et donc on va essayer de le faire pour le coup à l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est possible? Parce que moi, ça fait des semaines que j'entends, c'est pas moi, c'est les autres. Possible, non. Je crois que personne n'y croit, mais après, nous ne sommes pas à l'abri d'un miracle. Mais c'est une catastrophe. Qui est responsable de l'échec? La dissolution. Et nous n'avons pas les moyens, le Parlement n'a pas les moyens de gommer dans un délai très court, avec des élections municipales qui arrivent, les effets néfastes de la dissolution. Il n'y a pas de majorité, et soit le Premier ministre utilise le 49-3, et puis à ce moment-là, c'est les socialistes qui votent ou pas la censure. Le sort de la France repose entre leurs mains, et si le Premier ministre persiste à tenir l'engagement qu'il a pris, je ne vois pas comment on sort du problème. De manière complémentaire, il y a des professeurs de droit qui disent que la loi spéciale n'est pas constitutionnelle. Parce que la loi spéciale, ça obéit à des critères très précis, notamment si le projet de budget a été présenté trop tard par le gouvernement. Tout ça est inséré dans des délais très importants, très précis, entre la loi d'orientation sur la loi d'organisation du vote des finances, la LOLF, et la Constitution. Il n'est pas du tout certain que la loi spéciale, qui est le truc le pire qu'on puisse utiliser quand on n'a pas de budget, que la loi spéciale soit constitutionnelle. Nous sommes là dans des bricolages politiques et politiciens considérables par la faute d'Emmanuel Macron. Alors j'entends cet argument-là, le péché original, si j'ose dire, c'est celui de la dissolution. Ah bah oui. Soyons d'accord Mathieu là-dessus. Carpentier, professeur de droit à Toulouse. Ouais, j'ai lu un papier tout à fait passionnant, c'était dans Libération, pas lundi avant. Et lui dit que cette loi spéciale donc est inconstitutionnelle. Oui, et alors vraiment c'est un papier intellectuellement très rigoureux. Alors, mais au point où on en est, on s'en fout. alors, violons la au point Constitution. où on en est, la faute à qui? Parce qu'on ne va pas revenir sur cette dissolution pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, il n'y a que vous, pas vous personnellement évidemment, mais les députés qui peuvent la trouver, ces solutions. Moi, vous savez, on nous avait dit la loi sur la sécurité sociale ne passerait pas. Bon, c'est pas beaucoup, mais elle est passée. Je pense qu'il faut qu'on essaie quand même sur le budget. Je pense qu'il y a une volonté. C'est assez nouveau. Moi, vous savez, même à titre personnel, j'ai été assez embêté pour avoir dit des choses très désagréables sur le président de la République, à cause de cette dissolution-là, notamment. Aujourd'hui, on est là. Il faut essayer de trouver une solution. Donc, Vous pensez que ça va passer? Non. C'est ce que dit Philippe. Non. Aussi, il faut jouer le match. Pour savoir si on le perd, il faut jouer le match. On nous avait dit que ça passerait pas sur la sécurité sociale. Il faut essayer de travailler. Il faut regarder si des gens qui peuvent demain aller à la présidentielle, parce qu'ils pensent tous à ça. C'est en fait ça ils sont omnibulés par la présidentielle, par le tactique. Non. Et donc, il y en a qui ont voulu trouver que c'était des partis de gouvernement, je pense au Parti Socialiste, et ils l'ont démontré en venant avec nous pour voter le budget de la sécurité sociale. Il faut espérer qu'au Parlement, on trouve une majorité pour aller voter le budget. Et je trouve que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, est l'homme de la situation pour faire ça. Après,
Si on n'y arrive pas, mais je pense que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, voudra, comme il a toujours dit, que c'est d'abord le débat parlementaire qui prime. Après, il pourra peut-être revenir sur son engagement sur une demande des socialistes et des autres et aller au 49.3 dans l'intérêt du pays. C'est la question que j'allais vous poser. Dans l'intérêt du pays. C'est la seule solution, oui. Il n'y aura jamais de vote, il y aura pas de vote positif des socialistes, notamment sur ce budget, pour avoir une majorité. Il n'y a que le 49.3 qui peut aider le gouvernement à faire passer un budget. Il n'y a que ça. À quel moment Sébastien Lecornu peut revenir sur sa promesse, parce qu'il s'était engagé à ne pas utiliser cet article? C'est ce que dit Richard Ramos. L'utiliser. Quand on verra qu'on est le dos au mur et que plus rien n'avance, ce sera la responsabilité du Premier ministre et de lui seul, au fond. Le président de la République n'en a plus rien à dire. Ce sera sa responsabilité d'engager ou pas sa responsabilité. Mais en même temps, ça dépendra des équilibres budgétaires trouvés. S'il y a une motion de censure derrière, Sébastien Lecornu peut tout à fait tomber. Et là, on est dans une panade noire. Vous savez, c'est un scénario assez terrible. Tout ça sous le regard des marchés financiers, quand même. On risque de payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Tout ça, c'est du patouillage épouvantable. Il y a bien un responsable de tout ça, et un seul. Ça n'est pas du tout lié à l'élection présidentielle. Vous êtes député, quand vous êtes élu, vous passez un contrat avec les électeurs. Au fond, ce que dit Emmanuel Macron, ce que demande Emmanuel Macron, et ce que demande, mais je reconnais avec vous qu'il a de l'habileté, Sébastien Lecornu, puisqu'on a loupé la dissolution, il faut que tout le monde devienne macroniste. Ben non, ça peut pas marcher comme ça, quand même. C'est pas ce qui a été... C'est pas possible. Non, M. Apathy, c'est pas exact. C'est pas exact. Mais si, bien sûr. Non, c'est pas exact. Oui, sur le budget de la sécurité sociale, tout le monde n'est pas venu macronien ou macroniste. Il y a eu des compromis qui ont été faits, et donc tout le monde n'est pas devenu macronien ou macroniste. Pour une fois, pardon, je vais terminer. Pour une fois, il y a bien eu des gens qui ne pensaient pas la même chose et qui ont trouvé une sortie de crise pour le budget de la sécurité sociale. Moi, j'espère qu'on aura la même chose. Vous savez très bien, vous êtes trop aguerris pour ça. L'Assemblée nationale, vous avez des présidents de groupe. Les présidents de groupe, souvent, il y en a beaucoup qui veulent être ministres ou redevenir ministres. Et tout ça, ça met en ordre de bataille. Et tout ça, derrière, ils ont tous en tête les présidents de groupe, etc. Je parle pas le député comme moi de base, député rural, mais ils ont ça en tête. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut le mettre de côté, tout ça. Et c'est quoi l'intérêt du pays? C'est pas possible. Oui, mais c'est quoi l'intérêt du pays? Mettre de côté l'identité politique. Dans la présidentielle, je parlais. Des partis politiques. Oui, mais c'est pas possible de mettre ça de côté. Non, mais le vote des Français. Qui fait le vote des Français la dernière fois. La dissolution, je l'ai dit, vous l'avez dit, c'est le président de la République qui est responsable. Je l'ai dit et redit, ça m'a coûté cher. Mais je continue. Ça vous a coûté cher, c'est la deuxième fois que vous le dites. Parce que on a voulu me virer de mon parti. Évidemment, j'ai reçu des appels de partout quand j'ai eu des propos très durs sur le président de la République, dans la liberté qu'est la mienne. Ça a été violent contre ma personne, très violent. Ça marche comme ça. Oui, ça marche comme ça, bien évidemment. Parce que vous le savez très bien comment ça marche. Vous avez un président de la République qui parle au Premier ministre et à 2-3 ministres. Le Premier ministre qui parle au président de groupe et il dit si tu tiens ton groupe à la schlag, tu pourras peut-être être ministre. Et le président de groupe, il essaie que tout le monde marche dans le même sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis vous avez des députés et de plus en plus, quel que soit leur bord, qui se disent mais finalement on a été élu pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que moi je voterai pas en conscience? Regardez, je donne un exemple dont quelque part c'est pas mon parti politique, mais Madame Voynet, Madame Bateau, des femmes écologistes, rugueuses. Elles sont pas absolues. Elles ont voté pour. Parce que c'est les femmes d'État. Et elles sont pas de mon bord politique. Elles sont pas. Non mais pardon. Elles ont pensé. J'ai quand même dialogué avec elles pour comprendre. Je voulais comprendre parce qu'elles ont estimé qu'à ce moment-là, voilà. Eh bien, j'espère que sur le budget, on arrivera à la même chose. Sinon, je suis comme Jean-Michel Apathy. Je pense que seul le 49.3 permettra de sortir de l'ornière. Alors, on a quelques semaines pour se rendre compte de ce qui va se passer. Évidemment, en tout cas, de plus en plus de voix font appel à Sébastien Lecornu pour qu'il utilise ce 49.3. Dernier en date, je crois, c'était Bruno Retailleau. Voilà, je comprends que ça vous fasse sourire. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé à Bruxelles jeudi concernant ce non-accord avec les pays du Mercosur, un accord qui devait être signé ce week-end par Madame von der Leyen, finalement, c'est repoussé. Mais repousser ne veut pas dire abandonner. Voilà, on ne sait pas dans quel cadre cet accord pourrait être signé au mois de janvier. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une victoire malgré tout pour les agriculteurs qui protestaient contre cet accord, ou est-ce qu'ils sont, pardonnez-moi l'expression, mais les dindons de la farce dans cette affaire? Ça dépend ce qu'on mettra sur la table le mois prochain. Est-ce que la bureaucratie bruxelloise est capable de mettre en place de manière convaincante, jusqu'à présent elle ne l'a pas été,
des procédures qui permettront d'écarter du marché agricole des produits venant d'Amérique latine qui ne respecteraient pas les normes que nous nous appliquons nous-mêmes. S'il y a des clauses de sauvegarde précises et des mécanismes qui permettent de contrôler que ces clauses sont appliquées, peut-être qu'on peut aller au Mercosur, parce que les agriculteurs ne le souhaitent pas, mais d'autres secteurs de l'économie le souhaitent. Donc, je ne sais pas si la Commission peut apporter des garanties là-dessus. C'est dommage d'abandonner tout à fait cet accord, même si on comprend la détresse dans laquelle vivent les agriculteurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas garder l'accord et apporter des garanties? C'est un peu ça le défi. La vraie bagarre, ce serait dans les accords internationaux de faire comme avec la culture, qu'on ait une exception agricole, comme on a une exception culturelle. La difficulté aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, ils vivent plus de leur travail. Comme jamais. Et donc, les types, il y en a tous les 3 jours, il y en a un qui se suicide. Et donc, la première chose, c'est que le gars ou la fille, elle vit pas de son job. Elle nous nourrit et elle en vit pas. D'accord? La moitié, ils sont à moins de 1500 balles par mois. Donc c'est ça la première chose. Là, il va aller mieux que ça soit reporté. L'accord, moi j'ai toujours voté contre les accords CETA et Mercosur pour une autre raison, c'est qu'accord Mercosur, même s'il y a des clauses miroirs, même s'il y a des clauses de sauvegarde, on n'est pas foutu de les appliquer. C'est-à-dire qu'on aura quand même des vaches qui seront piquées davantage que M. Virin au Tour de France. Et donc c'est ça le problème. Ils vont être picousés avec des produits dont nous on les a interdits à nos agriculteurs et on va quand même les recevoir. C'est là où on rend malade nos agriculteurs, ils comprennent pas. Et pourquoi on ne pourrait pas empêcher l'importation? Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens, parce qu'on n'a pas de contrôle. On peut se les donner ou pas? Mais je le souhaite. Moi, sur le fond, je pense qu'il faut une exception agricole dans les accords internationaux. Le problème, c'est que l'agriculture est la variable d'ajustement. Sinon, l'accord, même au sein de l'agriculture, les gens qui font du lait, qui font des fromages, les gens qui font du vin, des spiritueux, l'accord est favorable. Mais on a 2 secteurs qui sont un peu en crise, le lait et la viande. Et là, ceux-là, ils disent, je peux plus, on est déjà pas loin de la corde. Donc on peut plus. Moi, ma crainte, c'est que j'espère que sur le dos de l'agriculture, parce que l'agriculture, au-delà de ce qu'on mange, c'est une certaine idée qu'on se fait de notre pays. C'est-à-dire que nous, on a des fermes, à 110 bêtes. Ces fermes-là, c'est notre équilibre. Quand on dit, par exemple, que le Mercosur, la viande ne représente que 2,5% du marché de la viande, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on va nous envoyer? On va nous envoyer des morceaux qui sont les morceaux les plus nobles, c'est-à-dire la côte de bœuf, c'est-à-dire l'entrecôte. Et c'est sur ce marché-là que nos agriculteurs font la marge et qui vivent. Donc ça déstabilise de 7-8% le marché, qui est le marché de marge. Et donc tout ça est régulé. Moi je pense que les agriculteurs, il faut par contre être honnête avec eux. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, soit on a besoin de cet accord-là et vous êtes sacrifiés parce qu'il y a d'autres choses, soit on arrive à convaincre, j'ai envie de dire, tous les technos là, de Bruxelles à sortir je dirais, la partie agricole pour pouvoir faire un accord en protégeant cette partie agricole-là. Le mieux, c'est qu'un jour, on vote définitivement une clause comme quoi, comme la culture, l'agriculture, c'est une exception particulière, on le traite à part et on y arrivera. Mais j'ai peu d'espoir. Mon intuition, j'ai pas d'infos. Mon intuition, c'est que la France va voter contre. Comme ça, on dira, regardez, on a voté contre, mais on est tellement faible que l'accord passera quand même. On n'est pas faible. Là, pour le coup, ce sont les règles européennes. Si l'Italie reste avec nous, puisque l'Autriche, la Pologne et je crois la Hongrie ne veulent pas du Mercosur, Ursula von der Leyen ne pourra pas aller signer l'accord. Si l'Italie nous lâche... Là... Mais on peut très bien avoir Mme Meloni qui aille signer des accords qui soient favorables à son pays. D'accord, et qu'elle, on peut pas lui reprocher. Mais pour l'instant, c'est elle qui fait. Oui. Mais ma crainte, si on parle, on débat, ma crainte, c'est que derrière, c'est elle qui a la clé, et parce qu'elle trouve des avantages pour l'Italie, elle cède parce qu'elle aura gagné du gain pour son pays. Si elle a effectivement des gains sur d'autres dossiers, elle pourra signer, et donc nous serons signataires ou partie prenante, malgré nous, du Mercosur. C'est l'Europe aussi, hein. Alors, sinon on sort de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ce sont des règles très contraignantes, les majorités qualifiées. Mais s'il y a une majorité qualifiée, qu'est-ce qu'on dit? On est dans des difficultés réelles sur ce problème-là. Hein. Ça s'appelle la démocratie. Oui, voilà. C'est difficile. Et c'est difficile à faire accepter aux agriculteurs qui ne gagnent pas d'argent et qui voient leurs exploitations péricliter. C'est très grave tout ça.
Nicolas Sarkozy serait-il en train de se rapprocher de l'extrême droite chez LR? Des voix s'élèvent pour dénoncer justement ce rapprochement avec le Rassemblement national. Dans son livre, l'ancien président s'oppose désormais à un front républicain contre le RN. Il y raconte son coup de fil inattendu, je cite inattendu, avec Marine Le Pen, et il parle aussi par ailleurs de Jordan Bardella. Ça aussi, ça peut surprendre comme d'un Jacques Chirac. Est-ce qu'il y a chez Nicolas Sarkozy une forme de radicalisation, et si c'est le cas, comment vous l'expliquez? Non, de radicalisation, je ne sais pas. D'abord, il a toujours été opposé au Front républicain. Il l'avait dit, il fait une interview au Figaro en septembre où il le dit très nettement. Et ça avait été commenté d'ailleurs en septembre, cette année. Et là, il répète dans le livre. Et là, de nouveau dans le livre, on débat. C'est pas le Nicolas Sarkozy de 2007 qui disait je vais chercher les électeurs du Rassemblement national pour vider. Alors c'était le Front national à l'époque. Je me souviens d'une affiche qui était placardée. Je crois que c'était Act Up qui avait fait cette campagne. Bien sûr. On voyait un portrait de Nicolas Sarkozy et en dessous il y avait marqué voter Le Pen. Voilà. Et lui se défendait. Ça a été l'une des choses avec laquelle on l'a attaqué, qu'il justement ne favorisait pas ce parti, mais qu'il essayait de récupérer ses électeurs. Tout a changé. D'abord, le Rassemblement national est devenu le premier parti de France et LR est en voie d'être ridicule dans le paysage politique. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que le second tour des élections législatives de 2024 a créé chez beaucoup d'électeurs un traumatisme. Voilà, quand vous avez des électeurs d'LFI qui sont obligés de voter LR ou l'inverse pour éviter qu'un candidat du Rassemblement national ne devienne député, faites ça une fois, deux fois, c'est difficile. Hein. Donc Nicolas Sarkozy, il y a aussi du pragmatisme dans son jugement, dans le livre et puis avant dans le Figaro. Mais je trouve qu'on répond mal à Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, si on accepte les propos un peu stupides de sa part, je trouve, sur Jordan Bardella, c'est le nouveau Jacques Chirac. Ça, j'avoue que je ne comprends pas bien ce qu'il a voulu dire. Mais si l'on accepte cela, Nicolas Sarkozy ne dit pas qu'il faut faire alliance avec le Rassemblement national. Parce que la vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut faire alliance avec le Rassemblement national? C'est pas le sous-texte de ses déclarations ces dernières semaines? Non. On peut lire dans son livre. Ah, un sous-texte. C'est le sous-texte. Alors, le sous-texte, ce sont les lecteurs qui le font. C'est pas lui. Lui ne parle pas de l'alliance. Il dit le Front républicain, ça ne peut pas marcher. Le Front républicain, ça suscite un malaise. C'est évident. Oui, par contre, M. Apathy, quand il dit que ce que vous dites, que M. Bardella, c'est le Jacques Chirac, oui, ça veut dire que lui, qui est un espèce de chef de guerre de son micro-parti, il influence. Il le sait bien. Quand il sort son livre au bout de 21 jours, il y en a 100 000 de vendus. C'est qu'il influence. Et donc, il influence de quel côté? Il prépare peut-être deux choses, un intérêt personnel, parce que M. Bardella peut arriver au pouvoir, et c'est toujours bien d'être avec les puissants. Ça, Nicolas Sarkozy l'a très bien compris ça. Donc peut-être qu'à titre personnel, ça peut l'arranger pour le futur. Et de l'autre côté, il prépare une hypothèse qui est possible, qui est aussi possible pour M. Retailleau, c'est le rassemblement des droites. Alors certains, chez les LR, pensent que si demain, les LR vont avec le Rassemblement national puissant, c'est la mort des LR. Et puis vous avez certains chez LR qui pensent qu'ils n'iront jamais de toute façon avec le Rassemblement national, ceux qui se disent, les vrais gaullistes, et eux, ils ne veulent pas y aller. Et donc, oui, Nicolas Sarkozy, assez habilement, il ne dit pas clairement, mais il ferme pas la porte pour être à équidistance une fois de ce qui sera la rupture. Et moi, je vous l'annonce, après les municipales, il y aura un schisme chez les LR. Oh. Après les municipales, voilà, on divisera rien par rien. Il y a déjà eu le schisme avec Ciotti. Bon. Moi, j'ai une autre explication sur l'association ou l'assimilation de Bardella à Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella à sa demande dans ses locaux au mois de juillet dernier. Et qu'est-ce qu'il a vu, Nicolas Sarkozy? Il y a aussi de la patte humaine dans la politique. Il n'y a pas que des stratégies froides. Il y a aussi des jugements qui peuvent être faux d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui relève de l'instinct. Jacques Chirac, il a vu Nicolas Sarkozy. Il a vu, de son point de vue, je ne dis pas que je partage ça, un gentil garçon qui devait être tout doux devant Nicolas Sarkozy, qui a dû vraiment émousser tous les angles possibles. Il a 30 ans, il est assez beau gosse, et Nicolas Sarkozy s'est dit, tiens, celui-ci, c'est pas mal comme prototype de politicien. Voilà. Oui.
Mais Et donc, du coup, il écrit dans son livre des mots de sympathie vis-à-vis de Jordan Bardella. Mais Jacques Chirac, on voit dans quelle époque, dans l'émission Quelle époque, que Jordan Bardella, ça peut aussi être une coquille vide. Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire. Pardon, il y avait cette fameuse blague. On est bien pas loin des fêtes. On disait que les hommes politiques lisaient le journal Le Monde en mettant Playboy au milieu. Lui. Jacques Chirac, il mettait Playboy et il mettait le journal Le Monde au milieu pour cacher sa culture. Je pense pas que Bardella essaie de cacher sa culture. Il récite ses petites fiches. Je pense qu'il essaie de réciter ses petites fiches et que c'est l'anti-Chirac. L'anti-Chirac, c'est l'érudit qui est caché pour faire peuple. C'est l'inverse de Monsieur Bardella, l'inverse. Est-ce qu'il y a un mouvement politique? On a vu pendant des mois et des mois Nicolas Sarkozy se vanter de donner des conseils à Emmanuel Macron, lui parler, aller au palais de l'Élysée. Voilà, aujourd'hui, ça, évidemment, les deux hommes ne se parlent plus, ils sont fâchés, effectivement. Est-ce qu'il y a, ce mouvement politique? Mais Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, il va ça. Il se rapproche de l'extrême droite. Je crois pas que non, mais Monsieur Bardella, il parle trop, il écrit trop, il se montre trop. Donc il n'y a pas de changement idéologique, c'est lui. C'est ce que je voulais. Quand on lit le livre, non. Je ne trouve pas. Je pense que Nicolas Sarkozy, si on remontait, il a toujours été, comment dirais-je, assez hostile à... Franchement, le Front républicain de l'entre-deux-tours des élections législatives de 2024, j'y reviens, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde et c'est sans doute quelque chose qui n'est pas reproductible. Donc il faut aussi regarder les choses. Mais ça, ce qu'écrit Nicolas Sarkozy, ça n'est pas il faut s'allier avec le Rassemblement national. Non, c'est vrai. Peut-être il le pense, ça j'en sais rien. Il ne l'écrit pas. Et je crois que personne... dans sa famille politique, n'est en situation de le faire. Éric Ciotti a franchi le pas, personne ne l'a suivi, personne ne sait pour l'instant ce que sera la prochaine élection présidentielle. On est dans un brouillard total, et s'allier avec le Rassemblement national, pour l'instant, à droite, ça ne marche pas comme ça. Puis Nicolas Sarkozy, qui est un habile homme politique, je veux dire très habile, quand il était président de la République, il existait dans sa fonction. Aujourd'hui, même s'il a de l'influence, il n'existe qu'à travers d'autres. À travers, que va-t-il dire de Macron? Ça, c'est une question, la question de l'influence. Et donc, ça veut dire que quand Macron s'affaisse, pour que lui existe, il faut qu'il commande quelqu'un d'autre, parce qu'il n'existe plus par lui-même. Un petit peu, mais c'est restreint. Et donc aujourd'hui, l'homme qui monte, l'homme qui fait les sondages, etc., c'est Bardella. Et donc, encore une fois, il fait un pas vers Bardella pour lui-même exister. Mais demain... Je fais pas un pas vers... en le recevant, en le commentant, il y a un petit mouvement. Mais à la fin, quand si c'était quelqu'un d'autre, il fera encore autrement. Il existe à travers les autres aujourd'hui. Il reçoit tout le monde et il reçoit trop. Oui. Il y a une mauvaise gestion de son image publique, je trouve. Il a besoin d'exister. Il nous saoule un peu, pour dire. Oui. Encore de 21 jours, 21 jours de prison, pardon, et journal d'un prisonnier, il y a quelque chose d'indécent quand même. Un peu, oui, ça nous saoule un peu. C'est pas que ça me saoule, c'est indécent. Par des gens qui ont fait beaucoup de prison. Moi, ça me saoule. Bon, en tout cas, il en a vendu beaucoup. Oui, mais 100 000. Il les influence. Et 100 000, c'est les gens qui écrivent des livres, ils en vendent autant que lui. Ça confirme. Est-ce qu'il a encore une influence, Nicolas Sarkozy, sur la droite? Moi, je crois pas, non. Les militants de droite, il reste populaire à droite quand même. Mais de l'influence. Il a 100 000 livres. Est-ce qu'il a de l'influence sur Retailleau? Est-ce qu'il a de l'influence sur Wauquiez? Est-ce qu'il a de l'influence sur Xavier Bertrand, Valérie Pécresse? Non, vous pensez pas? Non. Donc voilà, on s'émeut pour rien donc chez LR, pour ceux qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces ouvertures? Ça passera pas par Nicolas. Qu'est-ce que c'est que ces rapprochements, ces coups de fil, ces allusions? Ça passera pas par Nicolas. Non mais il y a des gens qui ont de l'influence. Quand on regarde les personnalités, Jacques Lang a encore de l'influence, Kouchner en avait il y a encore pas si longtemps que ça, mais tout ça, ça fait pas la politique française. Et donc il existe, il a une énergie, voilà, mais ça pèsera pas politiquement dans l'élection. Aujourd'hui, l'élection politiquement, elle va se faire ailleurs, dans des alliances qui sont bien malins. Celui qui pourra dire qui ira avec qui et comment tout ça va se découper. Donc il ne rallumera pas, pour reprendre le bandeau sur notre écran, la guerre des droites. Nicolas Sarkozy. Pas lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une guerre des droites. Mais c'est pas lui qui le rallumera, non. Bon, ben voilà, c'est dit. Lui est allé le voir en prison, Nicolas Sarkozy. Il s'agit de Gérald Darmanin qui exprime aujourd'hui dans le Parisien pour vanter sa politique contre le narcotrafic et tous ceux qui l'alimentent. Des moyens considérés
considérables sont débloqués pour lutter contre les dealers. La question est de savoir, dit-il, qui va gagner entre l'autorité de l'État et la criminalité organisée. Alors il y a une sorte d'interrogation dans cette question, ce qui nous a un peu surpris. Il dit la France a vaincu le terrorisme, elle peut vaincre le narcotrafic, mais on voit qu'on manque de solutions, apparemment, contre ce fléau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires des trafics en France, 6 à 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an. Pas parler du nombre de morts, les structures criminelles qui progressent, la hausse constante aussi des consommateurs. On fait comment pour se battre contre moi, c'est sans doute le plan narcotrafic est présenté, le parquet spécialisé dans ces affaires. Ce sont sans doute de bonnes choses. Mais quand même, Gérald Darmanin a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, là, nous prenons conscience de la puissance et de la force des réseaux mafieux. Mais ça veut dire que l'action de Gérald Darmanin à l'intérieur, qu'il a beaucoup médiatisé, les places XXL, je sais pas quoi, enfin, il a inventé plein de choses pour dire que l'action de la police était formidable, ça n'a servi à rien. Et les réseaux ont progressé. Donc déjà, il faudrait questionner Gérald Darmanin lui-même. Maintenant, il n'est plus ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Justice. Et il nous dit, on va gagner la guerre. Mais vous l'avez perdu quand vous étiez à Beauvau. C'est quand même quelque chose qui, moi, me déstabilise un petit peu. Et puis, il faut bien concevoir une chose. Nous avons accumulé depuis 50 ans les moyens de lutte contre la drogue. Et depuis 50 ans, la consommation des drogues a progressé. Donc, il faudrait qu'on fasse aussi une expertise de tout ce qui a été fait pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Moi, j'ai de la sympathie pour Gérald Darmanin, au-delà du fait que c'est le camp auquel j'appartiens dans cette grande majorité, parce que quand il a eu des fonctions, il a essayé de faire des choses. Quand on paye notre impôt à la source, il a fait des choses. Quand il a été ministre de l'Intérieur, il a fait un certain nombre de choses. Là, le fait que, d'abord, il y ait cette loi, il l'avait déjà initiée, la loi sur le narcotrafic, et là le fait de mettre en très peu de temps des gens qui étaient finalement avec les autres complètement à part, sans téléphone, sans rien, je pense qu'il essaie de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que vous voyez, je suis allé il n'y a pas très longtemps en Martinique, et en Martinique on a les bateaux qui arrivent par la Martinique, qui nous déversent de la drogue par la Martinique, et donc avec des gens qui ont plus de moyens, avec des collectivités notamment, et ça pourrait être en hexagone également, qui n'ont plus les moyens. C'est le narcotrafic qui va financer, je dirais, quid d'un terrain de tennis ou un certain nombre de choses. Ce qu'on a devant nous sur le narcotrafic, et c'est gigantesque. Son bilan à Darmanin, ça on est d'accord. Son bilan à Darmanin, à Beauvau, dans la lutte contre la drogue, c'est une réussite ? Alors, sur la drogue, il y a eu des choses initiées, mais il y a eu des choses qui ont été faites, notamment nous, dans les territoires, notamment avec les gendarmeries, notamment de retrouver... il était à l'intérieur, vous me parlez de l'intérieur, M. Apathy. Vous ne répondez pas à ma question. Moi, non, sur la drogue, sur la drogue, je suis d'accord, ça n'a pas été assez vite. Mais comme ministre de l'Intérieur, pour pouvoir mettre en place la sécurité, pour pouvoir qu'on arrête de dire à des policiers, quand quelqu'un fait un délit de fuite, tu le laisses aller. Il est arrivé, il a dit ça, c'est terminé. Quand nous, dans nos villages, il a remis des gendarmeries, qu'on a des constructions de gendarmerie, qu'on a des constructions de gendarmerie mobile, il a bossé. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas d'accord avec tout ce que fait Gérald, mais je trouve que quand il va dans un ministère, il essaie de prendre des solutions concrètes pour essayer d'avancer. J'espère sur le narcotrafic, qui est vraiment, qui est la gangrène de l'État. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est des puissances d'argent qui font que même les collectivités locales peuvent être gangrénées par de la corruption à tous les niveaux, par les élus, par les juges, par les avocats. Et donc là, il faut s'y mettre, et il faut s'y mettre tous. Et donc oui, enfin, c'est quand même nouveau comme discours, hein, que les puissances du narcotrafic soient capables aujourd'hui de corrompre les élus. Mais on n'a pas. Vous avez une liste ? Les fonctionnaires, vous avez une liste ? Non, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des informations qu'on ne connaît pas ? Est-ce que depuis quelques semaines, on a l'impression d'être au Mexique ? Alors, je ne sais pas sur quoi ça repose. Est-ce que c'est une réalité, et comment on authentifie cette réalité? Moi, ça me manque. Vous dites vous-même, hein, dans les collectivités territoriales, les élus sont corrompus. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je veux dire, je sais pas de qui vous parlez. Très concret. Je vais en Martinique, je vais voir des élus, et ils m'expliquent que dans tel village qui n'a pas eu les moyens, il faudrait qu'on regarde précisément, parce que là, il y a eu des financements, ils ne sont pas hors budget municipal. Je vous dis ça il y a 3 semaines. Donc, je regarde, on fait notre petit travail de terrain, et on se dit, c'est possible. Il faut faire attention, parce qu'on
qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent déversé. Merci beaucoup, messieurs, pour ces débats